Un terrible massacre a secoué toute une ville entière. Au total, 8 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées de manière très violente. C'est l'histoire du massacre de Villisca. Nous sommes le lundi 10 juin 1912, en Villisca, dans l'Iowa. Marie Peckman se lève tôt afin de s'occuper du linge avant que la chaleur ne soit insupportable. Elle se dirige dans le jardin et étend son linge. Marie n'entend aucun bruit, c'est le silence complet. Elle est intriguée car d'habitude, des bruits de pleurs et de cris d'enfants résonnent chez les voisins. Elle regarde la maison de ses voisins et voit que les rideaux sont fermés et aucune tâche habituelle n'est faite. Ceci surprend la femme car Josiah, le père de famille, se lève tôt pour s'occuper du bétail avant de partir travailler. Marie décide alors de s'approcher de la maison voisine et de frapper à la porte. Aucune réponse. Elle hésite un moment avant d'entrer. Cependant, la porte est verrouillée de l'intérieur, ce qui surprend encore Marie. Elle retourne alors chez elle et reprit ses tâches, mais la situation la perturbe tellement qu'elle décide d'en parler au frère de Josiah, qui s'appelle Ross. Ce dernier est alors inquiet et téléphone de suite à la quincaillerie de son frère. C'est Ed Seeley qui répond, un employé du magasin. Il lui dit que Josiah n'est pas encore arrivé et que c'est surprenant. Ross, très inquiet, décide de se rendre chez son frère, mais en arrivant, il découvre que les chevaux ont été nourris, et cela le rassure un peu. Cependant, Marie lui dit que c'est elle qui est venue les soigner et non pas Josiah. Ross fait le tour de la maison en espérant percevoir quelque chose ou quelqu'un à travers les fenêtres, mais rien puisque les rideaux sont toujours fermés. Il entre donc dans la maison, mais constate que toutes les portes sont verrouillées, alors que ce n'est pas dans les habitudes de son frère. Il utilise donc sa propre clé et entre suivi de Marie. Il traverse la cuisine obscure et ouvrit la porte de la chambre du rez-de-chaussée. Ross hurle de terreur. Quelque chose de terrible vient de se passer dans cette maison. Il y a du sang sur les murs. Le drap blanc est devenu rouge. Ils perçoivent un bras livide qui s'échappe du drap. Aucun doute, la personne est morte. Ils distinguent 2 corps sous ce drap. Contre le mur, il y a une hache qui est recouverte de sang. Une lampe à pétrole sans son verre traîne sur le sol et des vêtements déchirés recouvrent le miroir de la pièce. Dans les autres chambres, qui se trouvent au premier étage, c'est le même spectacle. Du sang partout et le corps des enfants ainsi que des parents de la famille gisent dans leur lit sous un drap. Même les plafonds sont couverts de sang. Tous les membres de la famille mourent. Josiah, 43 ans, Sarah, 39 ans, Herman, 11 ans, Catherine, 9 ans, Boyd, 7 ans et Paul, 5 ans, ont été assassinés d'une terrible façon. Cependant, il y a 8 cadavres au lieu de 8. Qui sont les personnes mortes dans la chambre du rez-de-chaussée? Ces 2 personnes sont 2 fillettes, 2 sœurs. Lena, qui a 12 ans, et Ina, qui a 8 ans. Avec l'accord de leurs parents, elles ont passé la nuit chez les Moore. En effet, les fillettes étaient amies avec les enfants de Josiah. Lorsque les enquêteurs arrivent sur le lieu du massacre, ils s'intéressent d'abord au corps des fillettes, dans la chambre qui est donc au rez-de-chaussée. Elles sont méconnaissables. Le meurtrier s'est acharné sur leur visage. 2 robes blanches se trouvent au pied du lit, ainsi que 2 bibles dans lesquelles est écrit le nom des fillettes, Lena et Ina Stillinger. Les médecins confirment que les victimes ont été tuées de la même façon, avec la même arme. Le meurtrier a utilisé le côté plat de sa hache afin de les assommer, puis il s'est servi de la lame à plusieurs reprises pour les tuer. Il a porté entre 20 et 30 coups de hache à la tête de chaque victime. L'assassin s'est particulièrement acharné sur Josiah, en le frappant tellement fort que ses yeux ont été arrachés. Dans la chambre parentale, la police trouve une empreinte de talon dessinée sur un magazine qui était sur le plancher. Après avoir fouillé la maison, les enquêteurs se dirigent à la grange et remarquent alors une dépression dans le foin qui fait la taille d'un homme. Le meurtrier se cachait dans la grange afin d'espionner la famille Moore. Un expert en empreintes digitales dit qu'il ne peut rien tirer des objets présents dans la maison car ils ont trop été manipulés. Le lendemain, c'est 14 témoins qui sont appelés afin de témoigner. Durant les interrogatoires, Charles Moore, qui est l'un des frères de Josiah, dit que son frère gardait toujours une hache dans son hangar
mais qu'il ne peut pas la reconnaître. La police n'a aucun indice et aucune piste. Les enquêteurs enquêtent alors sur la vie des victimes. C'est une famille croyante qui se rend régulièrement à l'église et qui est très appréciée de la communauté. Le soir du drame, la famille est allée à l'église avec les fillettes Lena et Ina. Ils riaient tous et saluaient leur connaissance. Ce soir-là, les lampadaires n'étaient pas allumés et les rues étaient alors très sombres, ce qui est inhabituel. Le massacre a eu lieu entre minuit et 5 heures du matin. Le meurtrier a pris la hache du père de famille dans le hangar. Et il s'éclaire avec des lampes à pétrole qu'il dépose au sol et dont il éteint la mèche avant de quitter une pièce. Lors de ces crimes, il a fait un bruit monstre, mais toutes les victimes ont été tuées durant leur sommeil. Le criminel a ensuite recouvert leur visage. Une légende dit qu'à cette époque, si quelqu'un meurt les yeux ouverts, alors la dernière image qu'il voit se grave dans sa rétine et alors elle est décelable lors d'une autopsie. De ce fait, c'est sans doute par rapport à cette légende que le meurtrier a recouvert leur visage. Après avoir terminé son massacre, il tire les rideaux, puis retourne s'acharner une nouvelle fois sur le visage des victimes. Il recouvre les fenêtres sans rideaux et les miroirs d'un drap ou de vêtements par superstition. En effet, il est dit que les âmes des mourants peuvent y être emprisonnées et donc se venger. La police conclut que les criminels n'a pas agi sous le coup d'une pulsion puisqu'il observait la famille et de plus, les petites filles Stillinger n'étaient pas ciblées. Elles se sont retrouvées au mauvais moment et au mauvais endroit. Était-ce le début d'une malédiction pour la famille Stillinger? La question se pose car quelque temps après, la mère a donné naissance à un enfant mort et leur maison a brûlé suite à un incendie. Les policiers ont plusieurs suspects. Ils portent ainsi leur attention sur Andrew Sawyer, qui est un vagabond qui parlait à son patron de manière confuse des meurtres de Villisca et qui dormait avec sa hache. Bien qu'arrêté par la police le 18 juin 1912, il n'est pas poursuivi car son alibi prouvait qu'il n'était pas dans cette ville ce soir-là. Ensuite, c'est au tour du sénateur de l'Iowa, Frank Jones, puis ensuite de William Mansfield et divers autres individus d'être suspectés. Plus tard, on apprend que le matin du massacre, un homme a discrètement quitté la ville en montant dans un train. Il affirmait aux voyageurs qu'il y avait 8 âmes mortes à Villisca, massacrées durant leur sommeil. Cet homme s'appelle George Jacqueline Lynn Kelly. Il est révérend. Il est allé dans la ville le 8 juin. Il a assisté au spectacle donné par des enfants à l'église et est parti au petit matin. Quelques jours plus tard, le révérend est revenu en ville en se faisant passer pour un enquêteur afin d'entrer dans la maison des Moore. Il est arrêté pour les 8 meurtres en 1917 et signe même des aveux à la police. Dans ces derniers, il stipule avoir entendu la voix de Dieu lui dire « Tue, détruis, souffre que petits enfants viennent à moi. Continue, il doit y avoir des sacrifices de sang. » Cependant, ces aveux ne suffisent pas à prouver la culpabilité du révérend. D'après des analyses, le tueur est gaucher. Donc la police demande à Kelly de découper du bois avec une hache et ce dernier utilise sa main gauche. Néanmoins, peu avant le procès, il se rétracte et son avocat fait annuler ses vœux par le tribunal. Le procès débute en septembre 1917. Son avocat souhaite prouver que le révérend n'a pas toute sa tête et qu'il a développé une obsession pour l'affaire Villisca jusqu'à avoir des idées délirantes et se prendre pour le tueur. Sa femme témoigne en disant que son mari a un esprit faible, qu'il est instable et qu'il lui arrive de mentir. Lors de la délibération, les jurys ne sont pas d'accord. Un second procès a donc lieu en novembre. Il sera acquitté par la suite. À ce jour, le massacre n'est toujours pas résolu et l'enquête est encore officiellement ouverte. Maintenant, nous allons parler des phénomènes paranormaux qui ont lieu dans la maison depuis les meurtres. Cela se manifeste par des apparitions et des voix d'enfants, ou bien des orbes lumineux étranges, des photographies de silhouettes ou encore des visages. La plupart des phénomènes débutent vers 2 heures du matin, au même moment où un train traverse la ville. Le tueur se serait servi du bruit du sifflet du train afin d'entrer dans la maison discrètement. De ce fait,
Ceci est le déclencheur des phénomènes paranormaux. Au moment du bruit, apparaît un brouillard sombre dans la chambre des parents. Des voix ainsi que des rires d'enfants résonnent la nuit. Des objets bougent seuls, tombent au sol, les portes se ferment d'elles-mêmes. Des coups, des grattements et des bruits de pas sont alors entendus. De plus, la flamme des lampes à pétrole des visiteurs de la maison hantée s'éteignent seules et des orbes flottent dans l'air. Des médiums viennent dans la maison afin de communiquer avec l'esprit des morts. Plus tard, on découvrira que l'esprit du meurtrier hante aussi cet endroit. En effet, l'équipe d'une émission de télévision qui a passé la nuit dans la maison a enregistré une phrase du meurtrier dans l'une des chambres de la maison. Cependant, je ne sais pas quelle phrase il a dit, je ne l'ai pas trouvée sur Internet. Le 7 novembre 2014, un enquêteur paranormal se fait poignarder à la poitrine dans l'une des chambres. Il était seul, ses camarades dormaient au rez-de-chaussée. Ils ont été alertés par ses cris. Il a été poignardé à la poitrine d'une manière similaire qu'a subi un père de famille qui a habité la maison il y a 44 ans de ça. Voilà en ce qui concerne le domaine paranormal. L'enquêteur paranormal qui s'est fait poignarder, il a survécu à ses blessures, mais il n'a pas souhaité faire de commentaires là-dessus. Et maintenant, donc la maison du tueur à la hache de Wilinska, comme elle est appelée, elle est visitable. Donc si jamais vous habitez pas trop loin ou que vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas à y aller, à nous dire si vous avez vécu des choses étranges. Et je vous dis à la prochaine.